des étudiants donc m'avoir invité. Je suis désolé parce qu'on a laissé des autres à la maison. Et puisqu'on a pris l'engagement de venir, on était obligé donc de venir. Je voulais répondre, lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé qu'on était en train de poser deux questions du point de vue histoire. Comme l'intervenant précédent, dire qu'on ne peut pas se référer au passé, il faut laisser le passé. Non, on doit comprendre les fondements historiques par lesquels la Mauritanie a été construite. C'est pourquoi on veut comprendre. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en discuter une prochaine. Mais pour ce qui concerne Ouldada, Ouldada n'a jamais réfuté le français. N'oublions pas que ce sont les Français qui ont imposé l'arabe par le décret du 29 mai 1954. Et Ouldada en 1966 n'a voulu que renforcer cette arabisation. Et donc il y a une cohabitation entre les deux. Il n'y a pas de contradiction. Et si Ouldada a été mis en place, c'est parce que déjà depuis 1903, sa famille tribale était mise en relation avec le commandement administratif colonial. Et donc, ce n'est pas pour rien que la famille Cheikh Sidia a joué un rôle fondamental dans la colonisation de la Mauritanie. Bon, autre chose aussi, pour ce qui concerne, il faudrait qu'on essaie d'utiliser quand même des vocabulaires correctement. Halpulaar, c'est le groupe national. Halpulaar ou Poulo. Pulaar, c'est la langue, ou Fulfulde. Autre chose aussi, pour ce qui concerne les questions, parce que, bon, je peux me permettre de prendre 5 minutes parce qu'il y a beaucoup de questions. Je vous arrêterai, je vous dirai vous. Voilà, quand je trouve, parce que je dis que là on a presque 40 minutes, donc je ne vois pas beaucoup de mains qui se lèvent, mais vous parlez tant qu'il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent, donc si c'est intéressant. Après on vous arrêtera. Voilà. Bon, pour ce qui concerne la société, prenons l'exemple de l'Europe ici. Pour comprendre pourquoi il y a ce qu'on appelle la démocratie en Europe ici, la France est multiculturelle. Et multiculturelle, pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'ici, aujourd'hui, il y a une nation, il y a une langue et il y a une ethnie. Non. La langue française, c'est une langue qui a été imposée par le colonialisme romain. Le mot franc, ce sont des francs qui viennent de Norvège. Mais dans ce qu'on voit aujourd'hui, il y a au moins 10 ethnies qui se sont regroupées, qui ont fusionné. Regardez le phénotype. Hein? C'est des Visigoths, des Vandales, il y a du tout. Mais une puissance parmi les ethnies a fini par imposer les autres. On a détruit, mais jusqu'à présent, si les Corses refusent de se soumettre à la volonté française, les Basques et tout, en Espagne, c'est la même chose. Donc, tout ça, ça a été un processus qui a été imposé par une violence. Or, le monde d'aujourd'hui, c'est que le monde est de plus en plus ouvert. Et cette ouverture permet aux gens de comprendre pourquoi, de se mettre dans leurs droits. Ce qui fait qu'en ce moment, c'est beaucoup plus complexe par rapport à la situation. Bon, nous revoyons. L'histoire nous rattrape. Prenons l'exemple de la Belgique, la Hollande. C'est quand même paradoxal que la Hollande, qui faisait partie de l'Espagne, de l'Empire espagnol, joue aujourd'hui contre son ancien empire. Bon, donc, pour ce qui concerne les groupes ethniques, il faudrait quand même qu'on fasse attention. Si en Mauritanie, aujourd'hui, nous avons des problèmes, c'est parce qu'il y a un fondement. Je termine là-dessus. C'est parce qu'il y a un fondement. Dès le départ, on a créé des problèmes ethniques entre les différentes communautés. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous en dire dans d'autres conférences, mais lorsqu'on a créé la colonie de la Mauritanie, on a dit que ce sera une colonie ethnique, composée exclusivement de Maures, et tous les Noirs qui habitent dans cette région-là vont être chassés. Ça, c'est un. Et deuxièmement, c'est que lorsque Ouldada, on a proposé Ouldada, avant Ouldada, c'était quelqu'un d'autre. C'est Sidi El-Mokhtar Ndiaye. Sa mère et Regebat, son père est Wolof, il est de Diago. Mais de Diama, pardon, il est de Diama. Bon, j'ai eu l'occasion de le rencontrer en 1983 et tout. Mais le problème qui se pose, c'est que dans l'administration coloniale, il n'est pas question qu'un noir dirige la Mauritanie. Il n'y a pas question. Donc nous sommes handicapés dès le départ. Et aussi, il n'y a que l'arabe qui sera enseigné. Il y a des administrateurs qui avaient proposé qu'on enseigne les autres langues, qui disent que non. Ce qui fait que nous avons cet handicap jusqu'à aujourd'hui. Et nous n'aurons pas à le résoudre. Et pour le résoudre, il ne faut pas se tourner vers l'avenir d'abord. Il faut comprendre le processus par lequel il y a eu cette cohabitation avant la colonisation. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant l'époque coloniale ou avant l'époque coloniale, on se mariait beaucoup entre eux. J'avais même proposé à notre aîné Cheikh Sadou Camara de proposer une étude sur ça. Pourquoi aujourd'hui, en Mauritanie, les Maures, on ne se marie pas entre nous Maures? C'est tellement mal perçu que les couples mixtes vivent cette situation extrêmement dramatique. Donc, il y a une question de division. Autre chose aussi, c'est qu'il y a une volonté systématique de dominer ce pays.
Et ce qui se passe en Mauritanie aujourd'hui, la volonté d'imposer l'arabe, c'est que d'autres peuples l'ont vécu. Et c'est un processus de nationalisation. Or, ce n'est pas un processus de créer différentes ethnies qui vont cohabiter et vivre ensemble. Donc ce processus-là, c'est nous qui allons systématiquement lutter contre. Mais dans le processus, les mots, en tout cas moi, si je fais le bilan entre ce que j'ai vécu en 1966 et aujourd'hui, je vois que les mots ont beaucoup progressé vers la création d'une seule nation où la langue arabe sera imposée. Bon, peut-être qu'on aura l'occasion de discuter la prochaine fois, mais on reviendra sur ça. On pourrait dire si on passe un peu gauche droite, il n'y a pas de privilège ici, donc c'est... Non, c'est toi. Ah oui, d'accord. Il faut qu'on... Alors moi je m'excuse d'être venu pratiquement à la fin de votre intervention, de l'intervention de Cécile, c'est bien ça. Et effectivement qu'aujourd'hui il est intéressant pour nous autres, jeunes ou d'un certain âge, de pouvoir se poser un certain nombre de questions. Et surtout d'essayer de trouver des champs, des perspectives, en tout cas de réflexion. Et c'est bien d'ailleurs que ce soit fait aujourd'hui par des universitaires. Et ça aussi permet aujourd'hui d'élever le débat. Hein. Par contre, je ne suis pas du tout d'accord avec M. Diallo, qui intervenait tout à l'heure, que de dire, bon, sur ce point précis, de dire, bon, nous sommes en train de nous victimiser. Non, au contraire, il faut se poser des questions. Pourquoi nous sommes arrivés à cette situation? Et puisque nous sommes aujourd'hui à cette situation, il va falloir bien sûr rechercher les voies et moyens pour en sortir. Alors, pour revenir au débat, c'est que les propositions qui ont été faites par M. Ndiaye par rapport à la démocratie constitutive, ce serait intéressant dans un État où il y a déjà des fondements d'un État qui est construit. Les écoles, les uns et les autres, chacun sait qu'il y a donc tout ce qui est mis en place pour réellement réglementer ou bien faire en sorte que l'État puisse exister. Alors, le nôtre, ce n'est pas le cas. Ça a été effectivement une création. L'intervenant, M. Sall, l'avait dit tout à l'heure, et effectivement il avait raison, c'est qu'en fait, la Mauritanie a été une création de l'État français, l'État colonial. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, que Mokhtar Ould Daddah, qui lui porte le nom de son grand-père, ou plutôt de un de ses aïeuls, qui a été un des compagnons de Kepulani. D'ailleurs, quand ce dernier a été assassiné, c'est ce dernier-là, si je parle sous votre contrôle, pour ceux qui ont lu de son père. Alors, donc, ce qui fait qu'on voit bien que c'est une continuité de créer un État avec les intermédiaires, parce qu'en fait c'était des intermédiaires qui, eux, continuent donc l'assise de l'État français colonial. Et en même temps, faire en sorte que tout ce qui pourrait faire émerger d'autres personnalités, en tout cas une autre culture de la Mauritanie, qui est celle des Noirs, si vous voulez qu'on parle ici, des Négro-Africains d'une façon générale, et il faudrait l'exclure. En même temps, le premier qui a eu, ou en tout cas les premiers promoteurs de l'école arabe, ce n'est pas les Maures, c'est l'école El Fellah, tout le monde connaît, c'est M. Omar Moussa. Donc, mais aussi, il faut revoir une chose, c'est que les problèmes identitaires qui sont posés à la création de la Mauritanie sont restés latents à ce jour. Et c'est justement ces problèmes identitaires par rapport à l'existence de l'individu dans un ensemble qui continuent, qui n'ont jamais été réglés. Et à venir s'y greffer aussi que ceux qui nous ont dirigés, ils font partie d'une certaine classe sociale. Qu'on prend chez les Maures. Quels sont les premiers qui ont été à l'école? C'est les fils des chefs. C'est les fils de grands chefs des tribus guerrières. Quand on prend du côté des Négro-Africains, mais c'est pareil. C'est pareil. En majorité.
en majorité, c'est pareil. Donc, aujourd'hui, pour qu'il y ait justement ce changement dont vous appelez, il faut réellement qu'il y ait un stimulant. Et ce stimulant vient par quoi? C'est l'école. Tant que tous les Mauritaniens n'ont pas l'école à leur portée, que ce soit un droit inscrit, qu'on mette à la disposition de l'ensemble des Mauritaniens, que l'école soit là, et ensuite, en même temps, qu'on opte effectivement pour ceux qui souhaiteraient faire l'arabe, ceux qui voudraient faire le français, mais aussi, c'est une bataille, il faut que nous nous battons pour que nos langues nationales, qui, elles, véhiculent nos valeurs, qui véhiculent nos cultures, qui véhiculent notre morale, il faut que ce soit quelque chose de présent. Et c'est ça qui permettrait un vivre ensemble. Parce qu'effectivement, se connaître, comment pourrions-nous nous connaître alors que nous ne pouvons pas communiquer? Se connaître, d'abord, c'est communiquer, puisque nous ne pouvons pas communiquer. Vous avez des compatriotes qui ne parlent ni Pulaar, ni Hassaniya, ni Wolof, ni Soninké, encore moins le Bambara. Et dont certains vivent, par exemple, en Mauritanie. C'est inimaginable. Je ne peux pas, moi, m'imaginer que nous puissions vivre ensemble, des Mauritaniens, 3 millions d'individus, qu'il n'y ait pas un Mauritanien qui puisse avoir 2 langues pour pouvoir communiquer avec les autres. Ça, c'est fondamental. Quant à l'islam en Mauritanie, effectivement, nous avons la religion musulmane en commun. Mais les lectures de l'islam chez nous sont totalement différentes. Vous avez les Tijanes, vous avez les Qadriyas, et encore, mais aussi, il y a notre culture animiste. Animiste pour ceux qui sont négro-africains, mais également les Berbères. Quand vous voyez dans la région du Trarza ou même ailleurs, vous voyez bien qu'il y a encore une persistance de certains réflexes qui nous viennent de notre histoire, qui n'est pas seulement depuis 1960, qui n'est pas seulement de 1900, au contraire, de bien avant. Mais effectivement, à la fin des années 60, nous avons vu cette recherche identitaire s'exacerber. Est-ce qu'il y a tu peux continuer à parler tant qu'il n'y a pas d'autres. Il y a encore 30 minutes, donc s'il n'y a pas d'autres, non mais tu peux parler parce que c'est intéressant. Mais j'essaie juste de voir s'il n'y a pas d'autres. S'il n'y a pas d'autres. Non, mais juste après, je pouvais juste poser une question. Hafsa, non, attends, il y a 2 frères, il y a Hafsa et il y a Michel. Donc tu peux parler 2 minutes, s'il te plaît. Parce que le problème identitaire, il est fondamental parce que l'existence, il faut que c'est humain. Dès l'instant où vous niez mon existence, mais il y a violence. Et généralement, la violence appelle la violence. Et en même temps, il y a les strates dans notre société. Que l'on prend chez les Soninké, que l'on prend chez les Halpulaar, que l'on prend chez les Wolof. Alors, chez les Maures, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et, quel que soit ce que peuvent en dire d'autres, je pense que tant que les cadres, les lettrés, les intellectuels, les militants politiques ne dépassent pas cette vision justement de la stratification, y compris dans les organisations politiques, mais on ne peut pas évoluer. Vous parlez de Soninké aussi. Mais oui, mais aussi bien chez les Soninké, mais que ce soit chez les Soninké ou chez les Wolof, c'est exactement pareil. Donc, dès l'instant où l'on n'intègre pas, où l'individu n'intègre pas lui-même l'égalité que lui, il veut prôner, pour laquelle il se bat, qui est un droit, par rapport à lui-même, on ne pourrait pas évoluer. Et c'est ça la réalité de notre pays. Et il est bien entendu que cette proposition-là, qui est très intéressante, de mon point de vue, elle ne peut pas être appliquée dans un pays comme le nôtre, parce que, l'ethnie maure, les arabo-berbères pour certains, ont pris en particulier les classes affairistes, les bénéflins, ont aujourd'hui tout. Parce que, les premiers qui ont été à l'école, c'est eux, et quand